Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vous annonce la couleur, on va parler d'un sujet qui est assez grave, donc ça va pas être une vidéo réjouissante, mais c'est un sujet important pour moi. On va parler de harcèlement scolaire et on va parler de livres qui traitent du suicide d'adolescents suite à du harcèlement scolaire. Alors j'ai encore d'autres livres dans ma palle qui traitent de ce sujet, donc je vous en reparlerai sans doute dans d'autres vidéos à venir. Mais là voilà, il s'agit de deux témoignages, donc il ne s'agit pas de fiction, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire une vidéo avec ces deux livres-ci. Avant toute chose, je voulais vous dire que, premièrement, le harcèlement scolaire, vous savez, j'en ai été victime, je m'en suis jamais cachée sur ma chaîne. Et c'est une cause, la lutte contre le harcèlement scolaire, dans laquelle j'ai envie de m'impliquer. Mais quand je vous parle de m'impliquer, c'est pas uniquement moi ici dans mon canapé avec les vidéos que je vais vous faire, c'est de m'impliquer plus activement auprès des jeunes d'aujourd'hui pour faire de la prévention, pour aller parler dans les écoles. Ça fait des mois et des mois que je pense à faire ça. Et voilà, j'ai enfin réussi à trouver des contacts au niveau du centre de prévention pour le harcèlement ici en Belgique. Je leur ai téléphoné, j'ai déjà envoyé un mail pour essayer de voir comment je pourrais réaliser ce projet que j'ai, de pouvoir m'impliquer. Parce que c'est bien de suivre une thérapie pour aller mieux. Voilà, c'est vrai que ces derniers temps, voilà, ça a mis longtemps, mais c'est vrai qu'actuellement je suis plutôt positive et je me sens bien. Mais je sais que face à des critiques, face à des remarques sur mon physique, etc., je peux facilement rechuter et perdre de la confiance et de l'estime que j'ai de moi. Donc j'aimerais bien réussir à stabiliser tout ça et je me dis bon ben il y a la thérapie d'un côté, que je suis avec ma psychologue qui est plutôt ravie des progrès que je fais depuis le moment où je suis allée la voir la première fois, donc il y a 2 ans et demi d'ici je pense, et aussi le fait que je me suis rendu compte que pour avancer dans ma vie, pour pouvoir passer outre de tout ça et guérir d'une certaine façon, il fallait que je sois plus active sur le terrain, que je m'implique plus dans la cause, et donc c'est pour ça que j'espère vraiment que ce projet pourra se mettre en place. Mais donc du coup c'est vrai que c'est un sujet qui va être récurrent sur ma chaîne. Je vais essayer de faire plusieurs vidéos pour vous parler de mes lectures, puisque j'en ai encore quelques-unes à faire sur le harcèlement scolaire. J'ai quand même une étagère qui est réservée dans ma bibliothèque uniquement aux livres sur le harcèlement. Je vais essayer de vous toucher également par rapport à d'autres supports, hein. Il y a des films, il y a des séries télé dont je peux encore vous parler, et aussi via la musique, mais ça c'est un projet que j'ai de vidéo. Je ne veux absolument pas m'engager dessus parce que ça fait des mois et des mois que j'ai cette idée en tête, mais je ne sais pas encore comment la mettre en place par rapport à la musique, parce que vous savez que c'est difficile de présenter de la musique en vidéo sans être attaqué sur les droits d'auteur. Donc voilà, il y a toute une réflexion qui doit encore être faite pour savoir comment je peux faire cette vidéo sans me faire attaquer et que la vidéo soit refusée, qu'on me retire mes droits de monétisation. À la limite je m'en fous, mais qu'on me la vire là, ou alors qu'on me strike, ça me poserait vraiment un gros problème. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à comment je peux faire ça. Je vous préviens d'avance, ça va être un sujet qui va prendre de l'importance sur la chaîne, parce que je dois, pour moi, m'impliquer pour les autres, pour que ça bouge et pour que ça avance. La deuxième chose que je voulais vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que je voulais vous remercier pour tous vos commentaires sur la vidéo que j'ai fait sur la série 13 Reasons Why. Vous avez été nombreux à réagir donc sur le thème du suicide par rapport à Anna. Vous n'étiez pas forcément tous d'accord avec ma vision des choses, par rapport au fait que voilà, moi je reste convaincue que le choix d'Anna, c'est son choix de se suicider, qu'elle n'a pas à en faire porter le chapeau sur les autres. Je sais, parce que j'ai encore vu passer un commentaire auquel je n'ai pas encore répondu, où on me disait mais oui, mais à cause de qui, à cause de quoi? C'est quand même à cause du harcèlement. Ces harceleurs doivent être punis en fonction de leur faute, c'est-à-dire du harcèlement. Et je reste convaincue qu'un ado n'a pas à porter la responsabilité, surtout quand il y a eu plusieurs causes et que lui n'est qu'une cause parmi d'autres de la mort d'une ado pendant toute sa vie. Voilà, moi je trouve que c'est
ignoble, que c'est pas sain de faire ça, de faire porter la responsabilité du suicide sur les autres, c'est un choix. Alors on me dit oui mais elle a eu l'occasion de parler avec des gens, enfin oui elle a eu dans le dernier épisode. Personnellement j'estime que c'est pas, on se limite pas à une personne, on voit bien que le conseiller il était complètement à côté de la plaque en ce qui concerne Anna et son problème. Elle avait ses parents, elle a quand même refusé d'en parler avec ses parents alors que je sais que eux l'auraient écouté. Vous voyez, à la fin Jessica décide de parler avec son père. Ça m'étonnerait que son père lui dise bon ben ma fille c'est bon, ben il va falloir que tu apprennes à vivre avec quoi, le fait que tu te sois fait violer. Donc je pense vraiment que je pensais pas à l'utilité d'une saison 2, honnêtement, pour en avoir parlé avec vous, pour maintenant voir tous les sujets qui sont amenés par la série, donc par rapport à Tyler, je pense, par rapport à Jessica notamment, par rapport au fait que Bryce doit absolument être puni et mis hors d'état de nuire. J'ai hâte de voir cette saison 2 parce que je pense qu'elle est confirmée maintenant. C'est juste que par rapport au titre 13 Reasons Why, bah, je trouve qu'on n'est plus dedans quoi. Vous voyez, 13 Reasons Why, c'était l'histoire d'Anna et là forcément on va partir plus loin. On va peut-être continuer à parler du procès d'Anna, mais on va aussi parler des problèmes des autres ados qui sont générés dans cette école. Donc voilà, c'était ça, moi mon souci c'était par rapport au titre 13 Reasons Why. Ben on les a eu les 13 Reasons, donc l'utilité d'une saison 2 par rapport au titre me posait des soucis. Maintenant c'est clair qu'il y a des choses qui ne sont pas vues dans cette saison 1 qui nous laissent sur notre faim et vraiment bah, s'il y a une saison 2 je vous dis je serai la première à la regarder et à en discuter à nouveau avec vous. Alors le sujet du suicide, eh bien c'est un sujet qui a été vachement commenté sous la vidéo. Je vois qu'on a des avis totalement divergents. Et forcément, bah ici, ça va être encore le sujet de la vidéo puisque je vais vous parler de deux témoignages. Tout premier, il s'agit de Marion, 13 ans pour toujours, de Nora Fraisse, sachant que Nora Fraisse est la maman de Marion. C'est un livre qui est publié chez Calman Levy, mais qui est disponible en poche. Ce livre a également été adapté en film sur France 3. C'est un film qui a été mis à la télé l'année passée, je ne saurais plus vous dire quand, suivi d'un débat sur le harcèlement scolaire avec des personnes qui ont été harcelées et qui n'ont pas fait le choix de Marion, c'est-à-dire le choix de se suicider. La maman de Marion était également présente sur le plateau. Enfin, ça a été une soirée pour moi qui a été forte en émotion. Dans ce film, il y a une actrice connue qui joue, mais j'oublie toujours son nom. Moi, je la connais comme la nana de François Hollande. Voilà, mais je retiens jamais son nom, donc je vous mettrai son nom ici. Et j'avais été très touchée par le film et forcément j'avais envie de lire le témoignage pour voir si j'allais ressentir la même chose et je vais vous donner tout de suite mon avis sur ce livre. Ensuite je vais vous parler de Rester fort de Emily Monk aux éditions Slatkin & Company. Alors c'est un livre qui m'a été envoyé comme ça via ma boîte postale qui se trouve sous mes vidéos. Voilà, donc ça on y reviendra en fin de vidéo. On va commencer tout de suite avec Marion, 13 ans pour toujours. Alors je vais d'abord vous parler du film. En fait j'ai cru qu'en lisant le livre j'allais ressentir les mêmes émotions, la même tristesse, me mettre à la place de Marion, revoir un petit peu toutes ces scènes de harcèlement que j'ai vécues. C'est pas vraiment la même chose qu'elle, mais il y a des scènes qui m'ont fortement rappelé à mon propre passé. Et quand j'ai vu le film, tout m'était remonté. Je vous assure que j'ai passé toute la durée du film à pleurer, à me mettre à la place de Marion, à vivre ce cauchemar avec elle. Et ce film m'a vraiment remise dans la peau d'une gamine de 16 ans qui était harcelée. Bon là, elle avait 13 ans en plus, elle n'avait pas 16. Et quand j'ai lu le livre, je m'étais préparée à me remettre un petit peu dans ce même état. J'avais préparé les mouchoirs à côté. Et je me suis rendu compte en fait que je n'avais pas la même vision du film par rapport au livre. C'est-à-dire que le film, je l'ai vraiment vécu à travers les yeux de Marion, alors que le livre, je l'ai vécu
à travers les yeux de sa maman, donc de Nora Fraisse. Le livre n'a pas été écrit par Nora Fraisse, donc c'est un récit qui est recueilli par Jacqueline Rémy. Voilà, donc c'est un récit qui est très bien construit, où j'ai surligné des passages. Vous vous rendez pas compte, moi je ne surligne jamais dans mes livres. Là, j'ai fluoté des passages, tellement ça m'a marqué. Et je pense que je vais vous lire quelques extraits pour que vous compreniez à quel point ce livre m'a touchée. Quand j'ai lu le bouquin, voilà, comme je vous l'ai dit, j'ai ressenti le livre à la place de la maman. Et alors que je suis pas maman d'une ado qui vit le harcèlement scolaire, moi j'ai été harcelée quand j'étais ado, mais là j'ai ressenti la colère d'une mère qui s'est retrouvée face à un mur par rapport à l'établissement scolaire dans lequel était Marion. Il faut quand même savoir que Marion avait déjà mentionné des problèmes dans sa classe, que les autres l'empêchaient de bien écouter, qu'il y avait des perturbateurs dans les cours qui empêchaient les profs de donner correctement leurs leçons et qu'elle, ça la dérangeait parce que c'était une élève très brillante. Et donc, sa mère était allée voir le proviseur pour signaler ces problèmes et demander à ce que Marion soit changée de classe parce qu'elle n'arrivait pas à étudier et à s'épanouir dans l'environnement qui était donc la classe, je crois que c'est la classe C4. Et le proviseur lui a dit non mais c'est pas possible, vous savez, et n'a pas entendu déjà ce premier appel à l'aide de la part de la famille. Moi, sa mère lui a conseillé de prendre la parole et de dire bah, écoute, si les profs font pas leur boulot, bah, toi demande aux autres de se taire et dis-leur que tu as envie d'étudier et que leur comportement les perturbe. Et donc c'est ce qu'elle a fait, elle a pris les devants et pendant un cours elle a dit mais enfin taisez-vous, on aimerait bien étudier. Et c'est à partir de là en fait que les choses se sont accéléré au niveau du harcèlement pour Marion, c'est-à-dire que les autres l'ont pris pour la petite intello, la petite ci, la petite là, l'ont pris en grippe parce qu'elle avait osé élever la parole contre le groupe. Et donc à partir de là, Marion, qui a fait qu'écouter les conseils des adultes, se rend compte que finalement elle est en train de payer le prix de ce qu'elle a fait, de ce geste, alors qu'elle n'a rien fait de répréhensible. Et on va voir qu'elle va subir une situation qui est de pire en pire. Ici on parle dans le livre que quelques jours avant de se suicider, je pense, elle a voulu faire un peu comme les autres, se dire puisqu'ils sont méchants, moi je vais être méchant avec quelqu'un aussi sur Facebook, sauf que toute sa classe va se retourner contre elle parce que c'est une de leurs amies et vont nous dire toi si tu reviens à l'école on va te péter la gueule, on va faire ci, on va faire là, enfin vraiment des menaces très dangereuses, des menaces qui étaient sur Facebook, qui étaient sur son téléphone puisque ça n'arrêtait pas de sonner, elle recevait des messages d'insultes, des menaces par son portable. En fait il n'y avait plus de répit pour Marion, il n'y avait plus de répit, elle avait menti à ses parents par rapport à plusieurs choses parce que son comportement à l'école avait également changé, elle était devenue plus agressive je pense, et tout ça ses parents s'en sont pas rendus compte parce que à la maison elle était peut-être un peu plus triste, un peu plus morose, mais elle ne montrait pas les signes d'une adolescente qui était dans une réelle détresse. Et malheureusement jusqu'au jour de ce mois de février où Marion va décider de mettre fin à ses jours. Elle avait prétexté être malade pour rester à la maison, sa mère va s'absenter pendant quelques heures et à son retour elle va trouver sa fille pendue avec à côté d'elle son téléphone également pendu, comme si elle avait voulu également pendre l'objet qui avait été responsable de cette situation. Marion a laissé une lettre en dénonçant un petit peu ce qui s'est passé, en dénonçant, en mettant les noms de ses harceleurs. Alors je vous vois venir, hein. Vous allez dire mais Jess t'as pas approuvé les cassettes laissées par Anna en disant qu'Anna c'était malsain ce qu'elle avait fait. Et je vais vous dire que c'est pas du tout la même chose parce que ce soit dans le livre ou au tout début de la série, quand on commence à écouter les cassettes, on sent beaucoup de colère de la part d'Anna et on sent vraiment qu'il y a quand même un petit esprit de vengeance et que c'est pour ça qu'elle fait ces cassettes. Elle les fait pour être entendue mais aussi quelque part pour se venger de ses harceleurs. C'est pas du tout le cas de la lettre de Marion, que je vais vous lire d'ailleurs parce que je la trouve très émouvante. Pour la 4e C et tous les autres, si vous recevez cette lettre, c'est que je ne suis plus de ce monde. Je voudrais demander pardon à tous ceux que j'ai fait souffrir ou quoi que ce soit. Je sais que je n'aurais pas dû dire ce que j'ai dit, mais voilà, ceci est fait. Vous avez été tous géniaux, mais vous êtes allés beaucoup trop loin dans cette histoire. Faux cul, sans amis, on va te niquer à ton retour, bolos, sale pute, connasse.
Ok, je n'ai pas réussi à dire tout ce que j'avais sur le cœur, mais maintenant je le fais, même si mon cœur ne bat plus. Ma vie a dérapé et personne ne l'a compris. Votre meilleur ami qui vous insulte, qui vous ignore, qui vous en veut, Chloé, donc je vous précise que les noms ont été changés, évidemment, ce ne sont pas les vrais noms. Je suis désolée, je ne t'ai pas utilisé comme bouche-trou, tu as été comme une sœur pour moi, je t'aime Chloé, même si cela n'est pas réciproque aujourd'hui. Damien, tu es un garçon formidable, mais tu ne m'as pas soutenu ni aidé quand il le fallait, et tu n'as fait qu'aggraver les choses, sache-le. Julia, je te considérais comme une amie, mais tu as tout fait pour que Chloé me laisse, et tu as été odieuse avec moi. Si je suis morte, c'est en partie de ta faute. Mélisse, tu es sympa et tout, mais arrête, je t'en supplie de crier, mais quelle salope en plein cours. PS, je voudrais remercier des personnes formidables et qui m'ont aimé pour ce que je suis et non pour ce que je ne suis pas. Dylan, Lola, Paul, Maxime, Inès, Morgane, Yanis, Benny, Mathilda, Léa et aussi une personne que j'ai aimée comme personne d'autre sur cette terre, alias Kiwi et Toutoun. La personne se reconnaîtra. Adieu, Marion qui n'est plus de ce monde mais qui ne vous oublie pas. Désolée pour les larmes sur la feuille. Voilà, donc elle cite clairement les noms des personnes qui l'ont harcelée en disant... Voilà, c'est peut-être un peu de ta faute si j'ai fait ce geste, etc. Il faut quand même préciser que cette lettre n'a jamais été mise entre les mains des élèves qui l'ont harcelée, vu que ça a été pris tout de suite comme une pièce à conviction dans le dossier, puisque les parents ont porté plainte. Mais moi, la différence que je vois, c'est que Marion, elle s'excuse. Elle commence sa lettre en disant « Pardon, je m'excuse d'avoir dit ce que j'ai dit, d'avoir fait ce que j'ai fait ». Elle s'excuse en fait du harcèlement qu'elle a subi en disant « Oui, voilà, j'ai fait ça, c'était pas bien, mais je méritais pas non plus ce que vous avez fait. » Et moi, c'est ce qui m'a énormément touchée, c'est qu'on a une petite fille qui en vient encore à s'excuser en se disant que c'est limite de sa faute ce qui lui est arrivé, mais qu'elle reconnaît que les autres ont été trop loin dans ce qu'ils lui ont dit, sans amis, bolos, sa meilleure amie qui l'abandonne, son petit copain aussi qui n'a pas toujours répondu présent au moment où il le fallait. Ça c'est l'histoire qui nous le dit. Enfin bref, cette lettre, moi je la vois vraiment comme une lettre d'excuse. Excusez-moi d'avoir fait ce que j'ai fait, mais voilà, maintenant j'ai des choses à vous dire, je ne les ai pas dit avant, mais je vous l'ai dit et mon cœur ne bat plus. Et c'est très touchant cette lettre, et on sent tout de suite qu'on n'est pas dans un esprit de vengeance ou de revanche ou quoi que ce soit. Elle veut juste expliquer son geste, pourquoi elle l'a fait, et elle parvient encore à s'excuser. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment beaucoup touchée dans la lettre de Marion. Maintenant, pour en revenir à la sensation que j'ai eue par rapport à ce livre, c'est-à-dire que j'ai vraiment ressenti toute la colère de Nora Fraisse vis-à-vis du système scolaire, vis-à-vis de la société qui considère le harcèlement scolaire. Oui, on en parle maintenant, mais est-ce qu'on en est encore au point de se dire que c'est un véritable phénomène de société contre lequel il faut se battre? Je ne sais pas. Il y a encore beaucoup de silence qui entoure le harcèlement scolaire. Il y a cette loi du silence au sein des écoles où les harceleurs sont là auprès de leurs victimes en leur disant si tu parles ce sera encore pire. Il y a les établissements scolaires qui ne veulent pas trop se mouiller. Alors je sais qu'il y a des initiatives qui sont prises au sein des écoles pour faire de la prévention et qui ont une tolérance zéro au niveau du harcèlement scolaire, donc je ne mets pas toutes les écoles dans le même sac. Et bon, moi je me base sur ma propre expérience, sur le fait que dans mon école je n'ai pas été soutenue par le corps enseignant. Au contraire, ça a été le cas pour Nora Fraisse quand elle a voulu des explications. Les portes de l'école se sont fermées parce que ça fait pas bonne publicité qu'un établissement soit mêlé à un suicide suite à du harcèlement qui a été commis à l'école, vous en doutez. C'est aussi le cas dans le livre d'Émilie Monk, où là aussi les parents reconnaissent que les portes de l'école se sont un petit peu fermées devant leurs questions et qu'on leur a jamais vraiment répondu. Et ici, la manière dont le proviseur va se comporter est vraiment immonde, c'est-à-dire qu'il va vraiment empêcher les parents des autres élèves, les professeurs qui lui remettent des lettres de condoléances, etc. pour les parents. Toutes ces lettres vont finir à la poubelle et ne vont jamais être transmises aux parents. Ce qui fait que les parents vont se sentir non seulement
désemparés parce qu'ils ne comprennent pas le geste de leur fille et aimeraient bien avoir des réponses au niveau de l'école, mais en plus ils vont se rendre compte qu'ils sont seuls, c'est-à-dire que l'école ne répond pas présent, personne n'est venu lors de l'enterrement de leur fille, les parents des autres élèves n'ont pas pris contact avec eux, les professeurs non plus, donc ils se sentent vraiment seuls à essayer de comprendre ce qui est arrivé à Marion. Donc c'est vrai que la maman parfois réagit de manière très agressive quand elle voit notamment d'anciens élèves de l'école qui sont cités dans les lettres en leur disant mais qu'est-ce que tu lui as fait à Marion? Et voilà, et que les élèves lui disent mais enfin madame vous devriez pas nous parler, et que là aussi on sent qu'ils se sentent un peu intouchables, et moi je sentais hein, la moutarde qui me montait au nez, parce que moi aussi j'avais envie de leur foutre des claques à ces gamins. Et aussi le jugement des gens qui, y a une mère qui vient la voir en lui disant mais enfin moi si mon fils allait mal au point de se suicider je l'aurais vu, donc si tu l'as pas vu c'est que t'es une mauvaise mère. Et honnêtement je trouve ça mais odieux d'aller dire ça à un parent qui a perdu son enfant. Y a vraiment toute cette colère que j'ai ressentie et que j'ai pris sur moi quand j'ai lu ce roman. J'ai plus été touchée par le récit de la maman que par cette pauvre Marion qui a été harcelée, qui a fini par se suicider, alors que dans le film c'était vraiment Marion qui était au centre de tout. Là j'ai vraiment ressenti tout ce que Nora ressentait. Je me suis sentie d'ailleurs très proche de Nora à la lecture de ce livre, parce que je me suis rendu compte que ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, ce que je pense par rapport à l'école, par rapport au harcèlement, c'est des idées qu'elle partage. Donc voilà, je me suis sentie confortée dans l'idée que mes idées n'étaient pas mauvaises, même si vous allez le voir quand je vais vous parler de ce livre-ci, il y a des choses quand même voilà, où je suis peut-être un peu plus flexible maintenant que au tout début, on va dire. Alors pour vous lire des passages, je vais vous lire celui-ci parce que c'est la réelle vérité de ce qui se passe dans les écoles et de toute façon dans la vie. Tu as joué malgré toi le rôle de bouc émissaire. Partout dans cette société, on cherche des souffres-douleurs, celui ou celle qui va servir d'exutoire à l'angoisse générale, au mal-être du groupe et au besoin de se cogner dans quelque chose, en l'occurrence quelqu'un. Faute de repères, faute de barrières, faute d'interdits, on va lyncher celui qu'on décide de montrer du doigt parce qu'il est différent, trop beau ou trop laid, trop intelligent ou trop niais, trop gros ou trop maigre, trop grand ou trop petit ou d'une couleur différente. Voilà. Tout est dit, je veux dire tout est dit par ce simple paragraphe. Elle a tout résumé, c'est le besoin de la société de passer ses frustrations. Ben voilà, on n'est pas bien soi-même, et bien au lieu d'essayer de se soigner, d'essayer de calmer ce mal-être que l'on ressent parce que ben voilà, on a des situations difficiles au boulot, parce que là je ne parle pas que de harcèlement scolaire, parce qu'on vit des problèmes dans la famille, et bien on a ce besoin de reporter cette douleur, cette mal-être qu'on ressent en s'affichant vis-à-vis des autres et en étant désagréable vis-à-vis des gens que l'on estime différents. C'est ça la société d'aujourd'hui, c'est pas que le harcèlement scolaire, c'est ça dans tous les milieux. Ce qui m'a également touchée dans ce roman, c'est que on sent la tristesse de la mère qui a perdu sa fille, mais on sent la colère également. On sent la colère de Nora Fraisse vis-à-vis de sa fille en lui disant « mais comment t'as osé nous faire ça ?» Et c'est bien ce qui est résumé dans le petit paragraphe que je vais vous lire ici. Mais quelle immaturité dans tes raisons, on ne se suicide pas pour des chagrins d'amitié, Marion. Nous aurions dû te bassiner avec cette maxime. Non, je corrige, on ne se suicide pas, tout court. C'est à nous, ton père, ton frère, ta sœur et moi que tu as fait du mal, pas à ces méchants gamins qui t'ont blessé. On sent quand même qu'il y a de la colère de cette mère qui ne comprend pas le geste de sa fille, qui dit clairement il y avait d'autres solutions. Marion aurait dû en parler avec ses parents, qu'il aurait peut-être changé d'école, qui aurait peut-être mis leur fille chez un psychologue pour qu'elle puisse un petit peu évacuer tout ce mal-être et toutes ces tensions qu'elle ressentait vis-à-vis de l'école. Enfin bref, ses parents étaient là, elle était dans une famille où elle était aimée, comme ce fut mon cas. Moi aussi j'ai fait le choix du silence vis-à-vis de ma famille, donc je peux pas critiquer Marion sur ça. Le choix du suicide, je ne l'ai pas fait parce que
Il y a deux raisons majeures à ça. C'est que la première, c'est que j'ai une trouille bleue de mourir. Donc pour moi, me donner la mort, ça me semble juste impensable. Quand bien même je ne vais pas bien. Et il y avait une phrase dans le bouquin de Sophie Jomain, Quand la nuit devient jour, que j'ai d'ailleurs retiré ici. Le psychanalyste qui suit Camille dans son combat, donc je reviendrai sur ce livre dans la deuxième partie de ma vidéo, elle lui dit que même s'il souffre, même si parfois la vie est dure et que il y a des choses qui lui semblent insurmontables, il préfère ressentir cette douleur plutôt que ne rien ressentir du tout. Et voilà, moi je fais partie de ces personnes-là qui préfèrent être mal, vivre avec leur mal-être plutôt que de se dire oui mais la mort ça veut dire qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de ressenti, il n'y a plus d'émotion, il n'y a plus rien. Et moi je préfère ressentir quelque chose, même si c'est désagréable, même si c'est de la douleur, je préfère ressentir plutôt que ne rien ressentir du tout. Donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'est une raison un peu plus personnelle, je dirais. J'aime mes parents très fort. Mes parents ont perdu un bébé avant moi, donc normalement j'aurais dû avoir une grande sœur qui est née au mois d'avril 1980, qui est décédée 15 jours après. Et je sais que la perte de cet enfant qui s'appelait Stéphanie, donc ma grande sœur, a été très douloureuse pour mes parents, surtout pour ma mère qui l'a vraiment très mal vécu. Et je me disais que j'avais pas le droit, moi, en tant que fille en bonne santé, même si j'avais des problèmes, de leur faire retraverser cette épreuve de la perte d'un enfant. Voilà, donc ça c'est quelque chose de très personnel hein, que je vous raconte là. Mais voilà pourquoi est-ce que moi j'ai toujours eu cette limite vis-à-vis du suicide, même si j'y ai pensé, même si j'ai vécu à d'autres moments de ma vie, après des périodes très difficiles où je me suis dit ce serait tellement plus facile d'en finir. Mais j'ai toujours eu cette force en moi de rebondir et de me dire non, tu es en vie, tu as la chance d'être en vie, tu ne dois pas te laisser abattre. Et j'aimerais que les jeunes qui regardent cette vidéo, qui sont dans des situations de harcèlement, comprennent que c'est que quelques années de leur vie et que ce n'est pas toute leur vie. Bien sûr, on garde toujours des séquelles du harcèlement scolaire, même si on ne va pas aussi loin que Marion et qu'on décide de mettre fin à ses jours. Voilà, je vous dis, à 35 ans, j'ai pas encore résolu tous mes problèmes qui étaient liés à l'adolescente et je sais qu'il y a cette adolescente en moi de 16 ans qui est encore en colère, que je n'arrive pas encore à apaiser. Et j'espère vraiment que de pouvoir aider des ados en détresse aujourd'hui et de faire de la prévention contre le harcèlement permettra de l'apaiser enfin. Donc je sais ce que c'est de vivre avec les conséquences du harcèlement scolaire, je vis toujours avec aujourd'hui. J'ai pris plus de recul, honnêtement quand je vous dis prendre plus de recul, ça fait seulement depuis 1 ou 2 ans que j'ai vraiment pris du recul par rapport à mes harceleurs. Avant je les voyais toujours comme des gens à abattre. Vous voyez, j'avais une vengeance, une envie de me venger, une envie de leur cracher à la figure tout le mal qu'ils m'avaient fait. Honnêtement, j'ai passé ce cap-là, voilà, j'ai enfin réussi à relativiser par rapport à ça. Je vais pas dire qu'il n'y a plus de colère vis-à-vis d'eux, c'est juste maintenant, j'essaye, en tout cas, que cette colère que j'ai contre eux devienne de plus en plus de l'indifférence, jusqu'à temps que j'arrive à ne plus penser à eux, à ne plus les voir comme des dangers pour moi. Ils sont sortis de ma vie de toute façon, et si je les vois, de pouvoir les regarder la tête haute et leur faire un grand sourire et pas de baisser la tête comme j'aurais pu encore le faire l'année passée, ou je pourrais encore peut-être le faire maintenant dépendant de la personne en face de laquelle je me trouve. Il y a aussi quelque chose d'important, c'est un harceleur qui vient vous dire excuse-moi, pardon. C'est beaucoup de choses. J'ai pris contact avec un de mes harceleurs, je vous l'ai déjà expliqué. Je ne vous expliquerai pas les raisons qui m'ont poussé à prendre contact avec lui en particulier, parce que ça c'est une histoire qui lui appartient et qui fait que voilà, moi je me suis tellement sentie concernée qu'il a fallu que je fasse ce pas. Mais je pensais que j'allais me faire rabrouer hein, honnêtement, et qu'ils allaient m'envoyer péter comme une vulgaire
merde, puisqu'ils m'ont toujours considéré comme ça. J'ai eu une conversation avec lui qui m'a fait énormément de bien, qui m'a fait comprendre que j'étais pas responsable du harcèlement que j'avais subi. Ça m'a fait un bien fou de pouvoir discuter avec lui. Il m'a dit: je n'oserais pas te demander pardon, mais sache qu'en tout cas je m'excuse et que je regrette mon geste et tout ce que je t'ai dit et ce que je t'ai fait. Rien que ça, c'est un apaisement. Vous voyez, la gamine de 16 ans, elle a été apaisée de savoir ça. Ça lui a fait du bien. Donc si vous êtes harceleur aujourd'hui, que ce soit un des miens ou que vous êtes un harceleur d'une autre personne, que vous vous rendez compte du mal que vous lui avez fait, un simple mot, même sur Facebook, hein, si vous retrouvez le profil de la personne, ça fait du bien. Et ça, dites-vous que ça peut provoquer un sourire chez la personne que vous avez harcelée. Voilà, donc il y a des conséquences au harcèlement qui peuvent être différentes que celles-ci, donc que je ne veux surtout pas mettre en avant, et c'est que les enfants harcelés finissent tous par se suicider. Parce que c'est pas le cas. C'est le suicide chez les ados pour ces causes de harcèlement, c'est quelque chose de grave, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus fréquemment, mais c'est pas la solution. Et c'est pour ça vraiment que je veux insister sur le fait que le suicide est un choix de la personne, mais qu'il y a d'autres choix et d'autres alternatives. C'est vraiment pour ça que j'insiste là-dessus. Ce n'est pas pour minimiser la douleur ou quoi que ce soit de la victime, c'est pour que les personnes harcelées, les victimes, se rendent compte qu'il y a une vie qui les attend après le harcèlement, qu'il y aura sans doute des difficultés, mais chaque personne, même les personnes qui n'ont pas été harcelées dans leur vie, vont rencontrer à un moment ou à un autre des difficultés dans leur parcours, et c'est surmontable. Voilà, je suis la preuve vivante que c'est surmontable. Il y en a d'autres partout, en France, en Belgique, dans les autres pays. Il y a des exemples de personnes qui ont survécu au harcèlement scolaire, qui n'ont peut-être pas beaucoup confiance en eux, qui luttent encore face aux relations sociales, parce que c'est vrai que ça c'est le plus dur, c'est le rapport à l'autre, mais on est là, on est toujours là, on profite de la vie et on voit qu'il y a une vie après ça, et c'est vraiment le message que je tenais à faire passer. Je vais terminer sur ce livre-ci en vous citant encore un passage qui moi m'a beaucoup interpellée, parce que encore une fois c'est ce que je pense. Donc l'incroyable est que l'on protège mieux les adultes que les enfants. Le harcèlement moral entre collègues et même entre époux est puni par la loi, mais jusqu'à tout récemment rien n'était prévu pour les élèves, alors qu'un enfant est plus fragile qu'un adulte, on le privait de recours. Ça c'est quelque chose que je vous ai déjà dit dans mes vidéos. Il y en a qui pensent ouais, harcèlement contre le travail, c'est n'importe quoi. Le harcèlement c'est quelque chose de difficile à prouver. Je comprends que dans le cadre du travail ce soit aussi compliqué qu'à l'école. Il y a les témoins qui n'osent rien dire parce qu'à l'école ils ne veulent pas devenir la cible des harceleurs, et dans la société il y a des témoins qui voient le harcèlement de personnes dans le cadre de leur travail, qui ne vont pas oser parler parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Donc les problématiques sont rapprochées, mais il y a quand même une loi qui est spécifique par rapport au harcèlement sur le travail, même si elle reste difficile à mettre en œuvre, je m'en rends compte, mais il n'y a pas d'équivalent pour les enfants. Si je vois que dans le code pénal français, on a rajouté en 2014 donc une infraction générale sur le harcèlement qui définit le harcèlement comme le fait de harceler une personne par des propos ou des comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie, se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale, et est puni d'1 an ou de 3 ans d'emprisonnement et de 15 000 à 45 000 € d'amende. Alors évidemment que d'avoir cet article qui définit clairement le harcèlement dans le code pénal, ça aide, c'est un premier pas, mais pour moi ce n'est pas suffisant. À l'heure d'aujourd'hui, une loi sur le harcèlement scolaire, elle n'existe pas. Alors vous allez me dire, parce que certains me l'ont dit, ça ne découragera pas certains de harceler. Non, ça ne peut pas décourager tout le monde. C'est vrai qu'il y a des peines de prison qui sont prévues pour les meurtres, pour les cas de pédophilie, pour le viol. Ça n'empêche pas certains déséquilibrés de le faire. Mais dans notre société, c'est quand même assez dissuasif pour la plupart des gens de savoir qu'il y a des sanctions pénales qui sont prévues si vous commettez tel ou tel acte. Alors, pour parler de mon expérience personnelle,
les harceleurs qui ont eu de la violence physique envers moi, donc le gars qui m'a envoyé un coup de poing, la fille qui m'a pris par les cheveux pour me mettre à terre, et la supplier de m'excuser pour l'avoir regardé de travers alors que je ne l'avais jamais regardé de travers. Mais bon, ces gens ont été punis par l'école. Ils ont eu des jours d'exclusion et ces gens ne m'ont jamais plus approché les années suivantes. Donc il y a quand même eu, par rapport à ces gens-là, je veux dire, moi j'ai été tranquille, ce ne sont plus des gens qui ont été une menace pour moi. Je trouve quand même que la sanction est utile parce que, quoi qu'il arrive, il y a des déséquilibrés dans notre société qui se foutent du système et qui, voilà, feront quand même ce qu'ils ont envie de faire et que ce soit puni par la loi ou pas. Et puis, vous avez quand même une majorité de gens qui est sensibilisé par le fait que c'est interdit et que cet interdit est puni. Enfin, moi, j'ai pas envie de me retrouver en prison, vous voyez, donc évidemment, je ferai tout pour ne jamais me retrouver en prison. Déjà, moi, rien que les amendes qu'on se prend pour rouler en excès de vitesse, pour moi, c'est déjà dissuasif. Et pourtant, c'est qu'une somme d'argent. La société tourne quand même majoritairement autour de règles, d'interdits que la plupart et une grande majorité de gens suivent pour ne pas justement subir les sanctions que la société a réservées. Il y aura toujours une minorité qui s'en foutra, mais le plus important c'est, et je me dis que dans le cadre d'une loi pour le harcèlement scolaire où c'est vraiment défini comme délit, ça pourrait être dissuasif pour une majorité de personnes qui ne se rendent pas forcément compte de ce qu'elles font, du fait que de traiter quelqu'un comme ça c'est pour rire, ça n'a pas d'influence, et qui, sachant que c'est un délit, qu'elles pourraient se retrouver devant un tribunal à devoir se justifier, je pense que ça pourrait être dissuasif pour ces personnes-là qui n'ont pas du tout envie de se retrouver devant un tribunal de la jeunesse avec leurs parents qui sont au courant de ce qu'ils ont fait et quand même de risquer leur avenir pour quelques insultes, pour ci ou pour là. Enfin voilà, donc je pense que ça pourrait avoir un effet dissuasif. Donc voilà, bon, je vais vous laisser maintenant avec ce livre. C'est un témoignage qui est très touchant, qui ne représente pas la vérité, qui est juste la vérité de Nora Fraisse, sa vision des choses sur ce qui s'est passé, comment elle a vécu les choses après la mort de Marion, avec toutes ces portes qui se sont fermées devant elle, le soutien également qu'elle a trouvé auprès de gens inconnus, de gens dont les enfants ont également souffert de harcèlement scolaire. Tout y est merveilleusement expliqué et voilà, moi qui suis pas fan des témoignages, celui-là je vous recommande de lire. C'est maintenant À rester fort d'Émilie Monk. Alors je préviens tout de suite, ce livre n'est pas construit du tout comme celui-ci, il s'agit pas d'un récit continué, il s'agit d'intervention de la famille d'Émilie. Alors c'est là vraiment la différence avec l'autre, c'est que l'autre c'est un récit donc recueilli par quelqu'un, donc Nora Fraisse n'a pas écrit elle-même le livre, elle a raconter son histoire à quelqu'un qui a écrit le livre pour elle. Ici, c'est vraiment la famille d'Émilie qui a écrit. Donc, résultat, c'est plus brut de décoffrage, c'est loin d'être parfait au niveau de l'écriture, mais voilà, d'un côté, c'est authentique aussi. La famille qui a écrit ce livre à travers des poèmes, à travers des moments qu'ils avaient envie de faire passer. Il y a également un passage qui s'appelle June. Voilà, donc je vous mets ici, qui est un récit qui a été écrit par Émilie où elle raconte un petit peu le harcèlement qu'elle a subi à l'école. L'histoire d'Émilie n'est pas vraiment la même que celle de Marion. Donc Émilie a été placée dans un collège privé parce que ses parents voulaient vraiment lui donner toutes les chances. C'est une fille qui était hyper intelligente et donc en la mettant dans le privé, ils espéraient qu'elle ait une éducation qui soit à la hauteur. Malheureusement, Émilie n'a pas été acceptée par les élèves de son école. Elle s'est fait traiter de monstre, de trucs, de machin. Enfin bref, elle a connu le harcèlement comme Marion a pu le connaître, des insultes. Enfin voilà, ça a été très très difficile pour elle, mais elle en a parlé à ses parents qui, voyant l'inertie du collège, a décidé de changer Marion d'école. Et donc quand elle est arrivée au lycée, c'était dans un lycée public, je pense, il me semble. Là, Émilie s'est fait des amis et elle n'a plus souffert de harcèlement une fois qu'elle a été dans cet environnement où elle a été totalement retirée de l'environnement où elle subissait le harcèlement.
Donc ici, on remarque encore une fois une comparaison assez évidente, c'est que on se retrouve face à une école qui préfère la loi du silence et ne rien faire. Et pour finir, bah oui, c'est la victime hein, qui est obligée de changer d'école pour pouvoir être tranquille. C'est quand même dingue que c'est finalement les harceleurs qui gagnent, puisque ben, pour être tranquille, la victime est obligée de changer d'école. Moi, je trouve que c'est pas normal. Bon, il y a encore eu un article qui est passé très très récemment dans un journal local qui mentionnait un cas de harcèlement dans 2 écoles de Dinan, dont celle où je suis allée. J'ai lu aussi les commentaires suite à cet article. Il y avait une commentaire d'une maman qui s'indignait en disant que les filles qui étaient harcelées dans l'article étaient également des harceleuses auparavant. Je ne me prononcerai pas sur le fond de l'article parce que je ne connais pas l'histoire et que voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Moi je maintiens que c'est pas parce qu'un jour on a été harceleur que on doit forcément subir la vengeance des autres et devenir harcelé. Quand on est harceleur, on doit être puni comme harceleur et on ne doit pas voir le cercle s'inverser parce que ça arrive aussi très très souvent que des harceleurs deviennent harcelés et que des harcelés deviennent des harceleurs. Et c'est un cercle vicieux qu'il faut aussi combattre. Donc je ne me prononcerai pas sur le fond de cet article puisque je ne connais absolument pas l'histoire en fond. Par contre, ce qui m'a choqué, c'est qu'il y a eu une intervention du préfet, parce que bon, nous on parle de préfet et pas de proviseur, en tout cas pas dans mon école, qui a dit il n'y a pas de harcèlement dans mon établissement. Et là, autant vous dire que moi j'ai envie de rigoler parce que je dis, bah Coco, il y en avait déjà il y a 20 ans, je dis, il y en a encore maintenant. Et il y a plein de gens dans les commentaires qui disaient, oui, pas de harcèlement dans cet établissement, c'est n'importe quoi. Enfin voilà, moi c'était vraiment pour vous montrer à quel point il y avait encore une fermeture, une loi du silence par rapport aux écoles, parce que ça fait de la mauvaise publicité à l'établissement de savoir qu'il y a du harcèlement en son sein et que rien n'est fait pour. Donc je pense qu'il y a encore beaucoup à faire vis-à-vis des écoles. Je sais qu'il y en a qui travaillent activement à ce problème, je le sais, c'est pour ça que je ne veux pas mettre tous les établissements dans le même panier, que je ne veux pas mettre tous les profs dans le même panier, parce que je sais qu'il y en a qui sont sensibilisés à cette question, mais pour moi, dans la majorité des écoles, que ce soit en Belgique, en France ou ailleurs dans le monde, il y a encore un problème. C'est que ce n'est pas assez reconnu par le corps professoral et qu'on ne fait pas encore assez attention à cette issue. Voilà, donc ça c'est vraiment la comparaison que je pouvais faire entre les deux. Sinon, les histoires sont assez différentes puisque ici, l'histoire d'Émilie est assez triste en fait. Et je ne vais pas vous dire que c'est ça qui me fait revoir ma position sur le suicide. Je suis comme la maman de Marion à me dire on ne se suicide pas tout court. Mais là, en lisant ce livre, cette vérité ancrée en moi, elle a chaviré, elle a tremblé, voilà, il s'est passé quelque chose, une réflexion, parce que j'ai compris en fait Émilie. Donc Émilie en fait s'est suicidée 3 ou 4 ans après que le harcèlement se soit arrêté. Elle s'est jetée du balcon de l'appartement de son papa. Elle n'est pas morte sur le coup, elle a été emmenée, c'était au mois de décembre 2014, elle a été emmenée à l'hôpital et elle est décédée au mois de janvier 2015 puisque ses lésions étaient trop importantes. Émilie est décédée parce que suite au harcèlement qu'elle a subi, elle est entrée dans des phases de dépression qui étaient de plus en plus importantes. Et là, vous allez voir tout de suite le parallèle que je fais avec Quand la nuit devient jour de Sophie Jomain. Donc Camille, dans ce livre, est une jeune femme d'une vingtaine d'années qui a décidé que vivre pour elle représentait une souffrance telle qu'elle préférait mourir parce que sa dépression, son mal-être était tel qu'il ne lui accordait jamais aucun répit. Elle n'avait pas de moments où elle était bien, vous voyez, des moments de répit où sa maladie, sa dépression, parce qu'il y a des gens qui souffrent de dépression chronique, mais voilà, vous avez des phases de répit dans lesquelles vous vous sentez bien. Eh bien, elle n'avait pas ces phases de répit, c'était tous les jours de sa vie qui était une souffrance de vivre. Et donc, dans l'histoire, donc c'est une franco-belge, c'est important de le mentionner parce qu'en France, ce droit n'est pas encore un droit
droit reconnu, alors qu'en Belgique, vous avez le droit au suicide assisté. Donc, c'est-à-dire que vous allez voir des médecins, des psychanalystes qui vont juger l'état de votre dépression. Et s'ils arrivent à la conclusion que votre dépression est à un état tellement sévère qu'effectivement vivre c'est une souffrance qui est pour vous tellement insupportable qu'il est préférable de mourir, vont vous amener dans un protocole à suivre pour au final vous suicider, mais de manière assistée, donc via des médecins, etc. C'est pas se jeter d'un pont, c'est pas prendre des médicaments, c'est pas se pendre, c'est vraiment quelque chose qui est médicalisé à ce moment-là. Et donc durant les phases, donc à partir du moment où cette décision est prise, vous avez une date qui est déterminée pour la date de votre mort, et pendant toute cette période-là, vous vivez dans un institut avec des médecins qui sont toujours là pour vous. Vous avez des rendez-vous avec des psychologues, etc. Évidemment, si vous changez d'avis, bah vous changez d'avis, hein, clairement. Mais ce ne sont pas des médecins qui vont vous juger ou essayer de vous faire changer d'avis. Ils sont là pour vous écouter, pour vous parler, pour que ces derniers jours se passent vraiment bien. Et si le malade, en parlant avec ses médecins, bah, s'aperçoit que finalement il y a encore de l'espoir, bah, il a toujours la possibilité de dire on arrête le processus ici, mais s'il veut aller jusqu'au bout, c'est pas le médecin qui va essayer de l'en empêcher. Donc ici on suit Camille dans son parcours. Honnêtement ça a été une lecture qui a été très éprouvante. Camille a vécu plein de souffrances dans sa vie. Il y a du harcèlement, il y a aussi des histoires qui sont passées à l'université, une situation familiale qui n'est pas top. Il y a plein de choses qui se sont accumulées, qui ont fait qu'à un moment donné, elle a dit stop, moi j'en ai marre, je ne peux plus vivre. C'est devenu insupportable de vivre dans cet état de mal-être constant. Et voilà ce qui l'amène à prendre cette décision. On la suit pendant les mois avant ce jour final. Je ne vous parlerai pas de la fin parce que c'est assez complexe. Enfin, c'est une fin qui reste assez ouverte, je trouve. C'est un roman qui est très touchant, qui est très prenant, qui vous fait réfléchir et qui vous fait aussi ne pas juger la décision de Camille, parce que là, c'est vraiment son choix à elle. Et voilà, donc c'est un livre qui m'a mis personnellement dans tous mes états. Et c'est un petit peu la situation que j'ai retrouvée avec Rester fort de Émilie Monk, puisque à travers les différents témoignages de sa famille, on va s'apercevoir qu'Émilie était dans un tel état de dépression que elle aussi avait le sentiment que sa vie n'irait jamais mieux, qu'elle serait baladée entre des séjours en hôpital psychiatrique, à prendre des médicaments, etc. Et elle ne voulait pas de ça. Et c'est ce que son père explique à la fin du livre, et je vais vous lire l'extrait parce que honnêtement, moi ça m'a bouleversée. Je peux vous assurer que j'ai pleuré sur ces derniers mots. C'est qu'on a une famille qui, même si elle est endeuillée, si elle est triste du départ d'Émilie, comprennent finalement son geste, ne lui en veulent pas et l'ont laissé partir en paix en se disant que maintenant, eh bien, elle est justement en paix et qu'elle ne souffre plus. Et ça vous remet un petit peu ça vous remet un petit peu les choses en perspective à cette vision du suicide. Non, on peut pas se suicider, il y a toujours d'autres solutions. Ici, Émilie a suivi beaucoup de choses, hein. Il faut quand même savoir qu'elle allait voir des psychologues, qu'elle allait voir des psychiatres, qu'il y avait des médicaments, qu'elle a fait un séjour à l'hôpital, qu'on l'a mis également en hôpital psychiatrique, mais que voilà, c'est un environnement pour un adolescent, je pense, qui ne convient pas, parce elle se sentait mal dans sa peau, mais se retrouver dans un hôpital psychiatrique la rendait encore plus mal. Elle a essayé de s'intéresser au bouddhisme, à des méthodes de méditation qui lui permettraient de gagner une certaine sérénité, une certaine paix, et malgré tout ça, elle n'y arrivait pas. Et ses parents ne la blâment pas pour le geste qu'elle a commis en disant voilà. Et je vais vous lire cet extrait du papa. Émilie se confrontait à sa maladie. D'abord en m'en parlant, ensuite en acceptant que je cherche de l'aide. Elle a tout essayé. Des séjours en clinique, des traitements d'antidépresseurs, un suivi psychiatrique.
De son côté, elle étudiait le bouddhisme et la méditation dans l'espoir de trouver de l'aide par ce biais-là. Tout a marché provisoirement, mais rien n'a fonctionné suffisamment bien pour éviter l'aggravation de sa maladie, et la conscience de plus en plus nette que cette maladie n'était probablement pas guérissable à long terme, qu'elle allait souffrir toute sa vie et qu'elle serait sûrement obligée de passer de longues périodes de sa vie, soit sous les effets de médicaments de plus en plus puissants, soit en hôpital psychiatrique et probablement les deux à la fois. Et elle ne voulait pas passer sa vie dans une institution, et pas non plus dans un flou tout sauf artistique créé par une quantité invraisemblable de cachetons. Quand Émilie est née, elle était tellement pressée d'arriver dans ce monde que sa mère a failli accoucher dans l'ambulance. Malheureusement pour nous, elle a décidé de quitter ce même monde tout aussi rapidement. Mais en pensant à sa disparition, je crois qu'il ne faut pas la voir simplement comme un acte de désespoir, mais plutôt comme l'affirmation de sa volonté de prendre in extremis son destin en main, d'éviter une existence médicamenteuse en institution psychiatrique qui ne lui ressemblait pas, et de partir dans un lieu, un moment, et par le moyen qu'elle avait choisi librement. Elle va nous manquer terriblement, mais en pensant à Émilie, il faudra surtout se souvenir d'une belle fille courageuse qui, aussi bizarre que cela puisse paraître, est morte pendant un court instant où elle se sentait finalement légère et heureuse. Et ces simples mots m'ont bouleversée. Je vous avoue que, voilà, le suicide, c'est vraiment une question pour moi qui est très très difficile à aborder. Pour moi, je sais que voilà, je ne mettrai jamais fin à mes jours volontairement parce que j'ai trop peur de mourir et pour la raison que je vous ai donnée tout à l'heure. J'ai du mal à comprendre les gens qui se suicident parce que je vois malheureusement ça comme un acte égoïste qui, je me dis, mais ils ne pensent pas à la douleur de leurs proches. Et puis vous lisez ce livre qui remet tout en question et qui vous dit oui, ben finalement, c'était peut-être un acte égoïste, mais c'était un acte qui était nécessaire pour elle. Et ses parents qui, malgré la souffrance de la perte de leur fille, mais trouvent quand même le courage de dire que c'était un acte posé, qu'elle a fait pas par désespoir, mais parce qu'elle voulait prendre son destin en main. Et je trouve ça très très fort. Par contre, il y a des propos du papa avec lesquels je ne suis pas totalement d'accord, c'est par rapport à sa définition de la dépression. Donc voilà ce que le papa dit. Pour ceux qui ne comprennent pas le vrai sens de ce terme, dépression, dans le cas des gens comme Émilie, il ne s'agit pas d'avoir le blues un peu plus grave que d'habitude. Il ne s'agit pas de lutter contre quelque chose qui aurait une cause identifiable, comme un chagrin d'amour par exemple, des problèmes avec son entourage ou un échec scolaire ou professionnel, et qui nous rend tristes et provisoirement incapables de faire face à l'avenir. Non, tout cela n'est que des primes. La vraie dépression majeure est un cancer de l'esprit qui mange petit à petit toutes les joies de la vie et toutes les raisons qui nous donnent encore envie de continuer à vivre malgré nos chagrins, nos problèmes et nos échecs. Devant la vraie dépression, l'amour est impuissant. Quand on souffre d'une vraie dépression, on a beau savoir, comme c'était le cas d'Émilie, qu'on est aimé, qu'on n'est pas si moche que ça, qu'on n'est pas si bête que ça, qu'on a un logement, qu'on a une vie qui pourrait être belle et enrichissante, bref, une vie que grand nombre de nos semblables aimeraient avoir. Il est inutile de regarder les SDF dans la rue et de se dire c'est eux les malheureux, pas moi. Non, et le fait de les regarder en fait ajoute une nouvelle couche à sa dépression, car on se dit qu'on est ridicule d'être triste comme ça, alors que sa vie, vue de l'extérieur, est belle et confortable avec un avenir potentiellement souriant. Non, la dépression clinique grave ignore les circonstances matérielles de sa victime et même finalement des événements de sa vie. On peut être riche, beau, intelligent et aimé, mais pas moins déprimé pour autant. Et la vie, comme Émilie l'a décrite elle-même lors de nos nombreuses conversations à ce sujet, se réduit alors à une suite de journées noires et mornes dont la seule issue est la mort. Voilà, alors je ne veux absolument pas remettre en cause la définition de la dépression clinique telle qu'elle est faite par son père, et je comprends parfaitement ce qu'il veut dire. Mais je ne suis pas d'accord pour qualifier un échec professionnel ou quoi que ce soit, ou des choses comme il le fait, comme un chagrin d'amour. Attendez, de quoi il parle? Voilà, il parle de chagrin d'amour, de problèmes avec l'entourage, d'un échec scolaire ou professionnel, et qui nous rend tristes et provisoirement incapable de faire face à l'avenir. Il dit ça, c'est de la déprime. Alors là, je suis pas d'accord du tout. Ça, c'est aussi une forme de dépression. C'est peut-être une forme de dépression qui est moins grave que la dépression clinique, mais il n'empêche que c'est une forme de dépression qui peut aussi avoir des conséquences comme le suicide si la personne ne se soigne pas correctement. Alors oui, ce sont des dépressions dont on peut se sortir et on espère de tout cœur s'en sortir, mais
il ne faut pas minimiser ces choses-là en disant c'est juste de la déprime. Moi, je suis pas d'accord parce que pour avoir fait un burn-out professionnel, je peux vous assurer que j'en ai vraiment chié, que ça n'a pas été tous les jours rose. Bien sûr, il y avait des hauts et des bas, mais ça a été plus des bas que des hauts. Ça a été une période de remise en question, de doute qui m'a quand même paralysée pendant de nombreux mois, et je suis pas d'accord qu'on me qualifie cette période de ma vie en tant qu'une simple déprime. Non, c'était une vraie dépression que j'ai soignée. J'ai pris le temps de soigner, d'abord en prenant des antidépresseurs qui n'ont pas forcément bien marché, mais aussi en me remettant moi-même en question. Et je peux vous dire que pour vaincre un burn-out et pour vaincre cette dépression qui s'était installée, eh bien il a fallu que j'aille en moi chercher des ressources que je ne savais pas avoir, qui m'étaient totalement insoupçonnées. Et c'est comme ça en fait que j'ai réussi à me battre contre le burn-out, et que je sais maintenant que si jamais je devais retomber dans cette phase, j'ai la possibilité de rebondir et plus d'être paralysée comme je l'étais avant. Mais j'ai jamais appelé cette période-là une phase de déprime, parce que ça a quand même duré 2 ans et demi, donc excusez-moi, mais 2 ans et demi de déprime, non, ça a été une véritable dépression, mais j'ai réussi à trouver la force en moi de pouvoir la surmonter. Et honnêtement, je vous conseille à tous, si vous êtes dépressif, pas dépressif clinique, hein, parce qu'il faut faire bien la distinction entre les deux, mais si vous êtes dépressif pour des raisons comme ne pas trouver de travail ou un burn-out professionnel, la solution, elle n'est pas dans les médicaments, elle est dans les ressources que vous avez en vous et que vous ignorez avoir en vous. Et dès que vous les avez trouvées, ben vous allez voir que les choses vont se remettre en ordre. Mais voilà, j'avais ce petit bémol à apporter, parce que je comprends la dépression clinique, je comprends vraiment ce que le papa veut dire, mais je refuse qu'il qualifie des dépressions que moi j'ai pu en vivre ou d'autres personnes ont pu en vivre comme des simples déprimes, parce que c'est nous renier à nous alors la souffrance qu'on a vécue pendant cette période-là, qu'elle ait duré 1 mois, 2 ans ou même plus. Voilà, il faut quand même reconnaître aussi le terme dépression à ces personnes-là. Et voilà, donc c'est la petite aparté que je voulais faire, parce que j'étais pas du tout d'accord avec le papa. Sinon, par rapport au livre, eh bien comme je vous l'ai dit, c'est écrit par des parents, par une sœur, par Émilie elle-même. C'est un livre qui est construit de manière bizarre. Il y a des poèmes. Bon, je vous dis, c'est pas ma tasse de thé, donc moi c'était pas ce que je préférais. Il y a un passage de Laura, qui est sa sœur, qui commence en fait par je me souviens. Donc en fait, chaque phrase commence par je me souviens, et elle parle des bons moments et des mauvais moments qu'elle a vécu avec sa sœur pendant toute leur vie à deux, je vais dire. C'est très 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 émouvant. Ici, ce sont juste une famille qui tente de rendre hommage à leurs proches, donc ici à leur fille, à leur sœur, et à mettre des mots sur leurs émotions pour eux se guérir de leur souffrance, du deuil qu'ils doivent faire d'Émilie, mais aussi pour lui rendre hommage, et aussi d'une certaine façon pour prévenir les autres familles des dangers du harcèlement scolaire. Voilà, donc ce livre est très 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 touchant à sa façon, même s'il n'est pas rédigé du tout de la même manière que celui de Marion, 13 ans. Mais voilà, moi j'ai aimé les deux lectures. J'ai aimé aussi voir cette différence entre le fait d'avoir une personne harcelée qui décide, alors qu'elle est toujours harcelée, de mettre fin à ses jours pour mettre fin au harcèlement, et cette jeune fille Émilie qui voit le harcèlement se stopper parce qu'elle change d'école, voir que sa vie donc s'améliore puisqu'elle se fait des copines et que tout va bien, mais que le harcèlement a laissé de telles traces en elle, ont laissé une telle douleur, et bien qu'elle tombe dans une dépression mais tellement grave que pour elle, pour pouvoir être sereine, il n'y a pas d'autre choix que la mort. Et je peux vous assurer que quand vous avez mon état d'esprit sur le suicide, lire ce livre-ci comme lire celui-ci, ça vous remet des tas de choses en perspective. Voilà, donc je pense que je vais en rester là avec cette vidéo, parce que je pense qu'elle va déjà durer assez longtemps. J'espère en tout cas que vous aurez compris le message que j'essayais de vous faire passer par cette vidéo, et surtout
le message essentiel pour moi est que la réponse au harcèlement scolaire, ce n'est pas le suicide, et qu'il y a toujours d'autres choix que celui-là qu'il faut parler. Il faut parler, que ce soit à vos parents, à un éducateur en qui vous avez confiance, ou alors même à un parent d'un de vos amis qui ira peut-être voir vos parents pour, si vous n'arrivez pas à leur parler de vous-même. Mais en tout cas, vous devez parler à des gens en qui vous avez confiance et qui pourront vous écouter et vous apporter du soutien. Et vraiment dans les situations où ça ne va pas, moi je dis il faut pas hésiter à changer d'école. Honnêtement, enfin je dis ça, mais moi je l'ai pas fait parce que j'en avais pas parlé à mes parents forcément. Et comme j'étais persuadée que le harcèlement venait de moi, c'est-à-dire que j'étais responsable, je me suis dit que j'aille dans une autre école, ça ne change pas puisque on déplace le problème, puisque le problème c'est moi. Voilà, donc moi les autres et les surveillants, parce que j'avais un surveillant dans mon école qui était venu me voir parce que voilà, je parle avec les mains et je parle fort, hein, vous le savez bien, qui était venu me dire mais t'as vu ton comportement et après tu t'étonnes que les autres t'ennuient. Et quand il m'a dit ça, je me suis dit oui, tout est de ma faute en fait. Donc dans ma perspective des choses, que je sois dans cette école là ou dans une autre, n'allait pas changer quoi que ce soit. C'est bête, mais je me suis rendu compte de ma bêtise quand je suis arrivée à la fac, puisque j'ai pas changé mon comportement à la fac. J'étais plus mature qu'à 16 ans, ça c'est sûr, mais j'étais toujours une personne assez excentrique, qui parle toujours avec ses mains, qui parle fort. Je le suis toujours aujourd'hui. Donc vous voyez, ça n'a pas changé. Je sais que ça déplaît à des gens, mais c'est ma personnalité et je vais pas changer parce qu'il y en a qui n'aiment pas, tout simplement. Mais quand je suis arrivée à la fac, j'avais peur, hein. J'avais peur que ça se reproduise et je me suis rendu compte que non. Et c'est mes années de fac en fait qui m'ont dit voilà, ça y est, c'est derrière toi. Et j'ai pas pensé à un moment donné que ce que j'ai fait en fait, c'est enfuir toute la tristesse, toute la colère, tout ce manque de confiance en moi que j'avais accumulé pendant mes années d'adolescence, d'humanité ou de collège-lycée, si on veut s'en mettre au vocabulaire français. Je ne me suis pas douté un seul moment qu'à un moment donné de ma vie, tout allait exploser et que j'allais devoir traverser une phase difficile de dépression, couplée à un burn-out en plus professionnel. Enfin voilà, ça a été une période très dure. Je vous avoue, tout n'est pas encore réglé dans ma vie, mais je le savais, je vous avais dit 2017 ne peut pas être comme 2016. Jusqu'à présent, eh bien les choses se passent bien, c'est-à-dire qu'en 2017, je ne sais pas, est-ce que vraiment j'ai voulu croire en ces paroles de me dire 2017 sera différent, mais j'ai trouvé en moi des ressources. Déjà fin 2016, malgré que ça n'allait pas du tout, et en 2017 pour améliorer mon quotidien, pour améliorer ma vie au travail. Et forcément, quand je vois que les choses s'arrangent autour de moi, ça améliore ma confiance en moi et forcément je me dis je peux y arriver et je peux surmonter toutes ces épreuves difficiles. Voilà, aujourd'hui tout ce qu'il me reste, c'est à enterrer une bonne fois pour toutes ce passé. Enterrer, ça veut pas dire oublier, ça veut juste dire tourner la page de cette histoire, de ce livre de mon passé, de le ranger, de savoir qu'il est là, de le ressortir peut-être si j'ai besoin de m'y replonger, mais que ça ne pollue plus en tout cas ma vie d'aujourd'hui. Voilà, c'est le but de ces vidéos. Je vais vous parler de harcèlement, c'est le but de mon implication j'espère active au sein des écoles pour pouvoir témoigner, pour pouvoir rencontrer les jeunes et discuter avec eux. Enfin voilà, j'ai envie vraiment de m'investir pour moi aller mieux, pour mettre définitivement un mot fin sur cette partie de ma vie. Et j'espère que vous ne serez pas trop dérangés par ces vidéos sur le harcèlement qui vont venir sur ma chaîne, parce que c'est très très important pour moi. Alors je comprends que ce soit saoulant pour certains que j'aborde toujours le même sujet, mais c'est nécessaire. Pour moi, c'est nécessaire que je le fasse. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous plaira. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air pour me soutenir. Dites-moi ce que vous pensez de mon initiative. Est-ce que vous pensez que j'ai raison de le faire ou pas? Si ça vous paraît une bonne idée de témoigner dans les écoles. J'ai hâte d'avoir votre avis sur cette question. N'hésitez pas à me parler des bouquins, à échanger comme on l'a fait sous la vidéo 13 Reasons Why, parce que nos échanges ont été très très constructifs, même si on n'est pas toujours d'accord. Voilà, j'ai adoré vraiment
pouvoir discuter avec vous de cette problématique sous cette vidéo et j'espère que ce sera la même chose sous cette vidéo, dans le respect évidemment. N'hésitez pas non plus à me dire si vous avez lu ces livres, si vous comptez les lire, si le sujet vous touche. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me suivre sur les réseaux sociaux. Je vous rappelle que les liens Facebook, Instagram et Twitter sont repris dans la barre d'infos et que pour me suivre, il n'y a rien de plus simple que suivre le @JessLivreAddict. Voilà, en attendant, je vous laisse. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, suivant le moment où vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très vite pour de prochaines aventures livresques ou pas. Ciao!